Avant de revenir sur le débat de mercredi, j'aimerais que vous me fassiez un bref commentaire sur les résultats du Loiret, qui nous intéresse au premier chef. Manuel Valls arrive en tête, de peu d'ailleurs, sauf à Orléans, où c'est Benoît Hamon qui est le premier, excepté la source Jean-Pierre Sueur, votre fief. Alors, est-ce que ça veut dire que le Loiret socialiste est plutôt à droite, Jean-Pierre Sueur? Mais attendez, d'abord, je suis très étonné par ces questions parce qu'il n'y a pas de fief. Nous sommes dans la République. Donc, les électeurs de la source ont voté pour Manuel Valls en majorité. Très bien. C'était votre circonscription quand vous étiez député. Oh là là, mais Sophie vient de confondre d'ailleurs. J'ai d'ailleurs, grâce à M. Pasqua, eu droit à plusieurs circonscriptions, à plusieurs découpages. Et d'autre part, vous me dites, le Loiret serait-il à droite? C'est-à-dire que vous considérez que Manuel Valls est à droite alors? On dit généralement est à gauche. On dit généralement qu'effectivement Valls représente la droite du PS, Hamon plutôt la gauche. Mais je récuse cela. Qu'est-ce que c'est que la droite et qu'est-ce que c'est que la gauche? C'est le vrai sujet. Moi, je défends depuis le début, depuis longtemps, Pierre Mendès France, Michel Rocard, Jacques Delors. On a dit souvent que ces personnalités étaient de droite, plutôt à la droite. On disait de Michel Rocard que c'était la gauche américaine. Suprême injure. Mais ils sont beaucoup plus à gauche que ceux qui ont toujours défendu de vieilles lunes étatistes qui ne correspondent plus du tout au socialisme du XXIe siècle, ni même de la fin du XXe siècle. Donc arrêtons de dire que ceux qui sont réalistes sont de droite. Être réaliste, vouloir des réformes, mais c'est vraiment être de gauche. Être de gauche, c'est changer les choses. C'est pas faire des promesses qu'on ne tient pas ou de grands discours sur l'avenir de l'humanité. C'est quand on réforme qu'on est de gauche. Alors Philippe Germain, on dit que Benoît Hamon est un peu utopiste et que ce serait effectivement la gauche de la gauche. C'est votre avis aussi? Ce qui est clair pour nous, c'est qu'il incarne au sein du Parti socialiste et parmi les personnes qui se sont déplacées et qui se déplaceront peut-être en plus grand nombre avec un report des voix des personnes qui incarnent aussi cette gauche des socialistes qui se déplaceront à mon avis en plus grand nombre. Quand on dit qu'il y a une partie, alors le terme droite ne nous convient pas aussi, Monsieur Sueur, mais quand on parle d'une partie plus... Monsieur, c'est très... alors si tu veux bien Jean-Pierre. Jean-Pierre, très bien. dis-vous Philippe, comme on dit d'habitude. C'est plus convivial. Voilà, donc cette partie gauche, cette partie droite, c'est bien entendu quelque chose de caricatural, mais qui quand même fait écho à ce que ressentent aujourd'hui les personnes, à savoir que fixer une voie, un objectif bien plus social, bien plus près des préoccupations des travailleurs, bien plus près de la politique liée au pouvoir d'achat, bien plus près d'un repositionnement dans des perspectives d'une transition écologique, c'est perçu concrètement et c'est une politique qui est plus à gauche que celle qui est proposée aujourd'hui, pour certains points, par M. Valls. C'est ça que ressentent les personnes aujourd'hui. Bien entendu, vous n'êtes pas à droite, à moins qu'il y ait eu des changements récents, mais à mon avis, non. D'accord, alors j'imagine que vous avez suivi attentivement le débat de mercredi soir entre les deux candidats. Un commentaire rapide l'un et l'autre, Jean-Pierre Sueur? Très bonne qualité. Moi, j'ai trouvé que les deux candidats ont proposé un débat avec beaucoup de valeur et beaucoup de respect mutuel qui laisse présager que le dialogue est possible au-delà du deuxième tour de ces primaires de la gauche. On s'attendait généralement à un débat musclé après les déclarations de Manuel Valls au soir du premier tour. Finalement, on a eu un débat effectivement assez courtois, Jean-Pierre Sueur, avec des différences sur les programmes néanmoins. Oui, le débat a été courtois. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. J'ai rencontré Manuel Valls la veille du débat. Moi, j'ai trouvé que sa déclaration du dimanche soir n'avait pas le bon ton. Donc, comme je l'ai rencontré... Trop agressive? Oui, elle était trop raide. Il était comme déçu. Je l'ai... c'est normal. Je l'ai rencontré donc mardi et je lui ai dit qu'il fallait qu'il soit pédagogique, qu'il soit serein et souriant. Et il a complètement rempli cela. Vous parlez à l'oreille de Manuel Valls, un peu comme Serge Ouart. Non, je ne parle pas à l'oreille. On était plusieurs parlementaires et j'ai parlé de manière très, très claire et explicite. Et je n'ai pas été le seul. Je crois que ce débat a été réussi. Mais
je reviens sur ce que disait Philippe quand même. Moi, voyez-vous, j'ai toujours considéré qu'il fallait être concret, réaliste et réformateur. Par exemple, Manuel Valls a dit « Je suis le candidat du pouvoir d'achat ». Et quand on lit son programme, on voit qu'il y a beaucoup de mesures concrètes pour améliorer la vie des gens. Ce que, d'autre part, pour l'écologie, ben bien sûr, on a fait la COP 21 dans ce gouvernement, dont Manuel Valls était le Premier ministre. Donc il n'y a pas de débat sur l'écologie. Il y a un débat de méthode, finalement. Voyez-vous, quand une chose m'a choqué vraiment dans le débat, dans ce qu'a dit Benoît Hamon, on lui a dit, mais il y a quand même 2000 milliards de dettes, il y a le problème du déficit budgétaire, le problème de la compétitivité des entreprises françaises, toutes ces questions auxquelles nous nous sommes attelés avec François Hollande, avec Jean-Marc Ayrault, avec Manuel Valls, avec Bernard Cazeneuve. Et alors le cher Benoît, il a dit souverainement, bah, écoutez, c'est pas le problème. On peut discuter avec on peut pas discuter avec la planète, mais on peut toujours discuter avec les banques. Donc ces trucs-là, ces problèmes-là, ça se réglera tout seul. Oui. Eh bien moi, ça me choque profondément. Michel Rocard disait justement, quand on arrête de compter, c'est la peine des hommes et des femmes qu'on arrête de compter. Alors ne tapez pas sur la table, on va plus vous entendre sinon. Bon. Philippe Germain, Jean-Pierre Soir vient de dire qu'il n'y a pas de problème sur l'écologie. J'ai cru comprendre quand même que sur Notre-Dame-des-Landes, par exemple, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Oui, je crois que Benoît est aujourd'hui beaucoup plus en phase avec notre société d'aujourd'hui dans la perspective de ce qu'elle sera demain. Je rebondis donc par rapport à Notre-Dame-des-Landes. C'est bien là aussi un peu un exemple de ce dont vous venez de parler, à savoir que des décisions qui ont pu être prises ou des orientations qui ont pu être prises il y a 20 ans peuvent évoluer. Et ce n'est pas se désavouer que de dire que les choses évoluent et de changer de position, voire de dire qu'aujourd'hui, c'est pas utile. Il y a le problème du référendum, bien entendu, mais il y a aussi une prise de décision pour quelqu'un qui veut accéder à des fonctions de chef d'État. Le genre de choses qui me choque. Toutes les autorisations ont été données, les tribunaux administratifs ont statué, on est dans un état de droit et il y a eu un référendum. Oui. Donc je ne comprends pas comment on peut avoir si peu de sens de l'État que de ne pas appliquer cela dans ces circonstances. Donc je pense que Manuel Valls a raison. On parle d'écologie, Jean-Pierre Soeur. Voilà. Est-ce qu'un aéroport, c'est écologique? Oui, mais enfin, écoutez, Sophie, je vais vous raconter. Quand j'étais un jeune député, j'allais voir les clubs du 3e âge et ils allaient faire des voyages au château de Fontainebleau. Maintenant, ils vont tous en avion au Maroc, en Tunisie ou aux Baléares. Et franchement, c'est un peu bizarre que tout le monde veuille prendre l'avion et que l'on ne puisse plus construire d'aéroport, sauf à dire que le fait qu'il y ait un aéroport est contraire au respect de la nature. Mais écoutez, ça n'a pas de sens. Et il y a eu, moi je n'ai pas de passion particulière pour cet aéroport, mais je dis qu'il y a quand même un débat qui a été tranché par un vote après que les tribunaux aient statué. Voilà, c'est clair. Après que les tribunaux ont statué, n'oublions pas la grammaire. Voilà, on avance. Christian Bideau. Oui, donc pour revenir précisément sur le débat, on a quand même eu l'impression que tout tournait autour des propositions de Benoît Hamon, et en particulier cette fameuse proposition du revenu universel, qui n'est pas seulement le revenu universel, mais qui tient à la façon dont le candidat imagine le travail demain, ou le non-travail d'ailleurs, de nos concitoyens. L'évolution de la société. Est-ce que c'est raisonnable? Alors on chiffre entre 500 et 800 millions d'euros le coût de cette mesure. Milliards. J'ai dit milliards, pardon. Non. Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Il ne vous a pas échappé qu'il y a peu de temps, donc j'étais le délégué d'Arnaud Montebourg, et que nous n'avions pas dans notre programme ce projet. Parce que nous le considérions dans une action immédiate et entière comme quelque chose qu'il serait difficile de financer. Ne serait-ce que, on ne va pas rentrer dans des débats techniques sur le budget de l'État, des collectivités locales ou de la sécurité sociale. Mais ça sent bon. Le propre de Benoît Hamon est d'avoir de tenir compte des avis qui peuvent être légèrement différents sur des aspects
factuels pour évoluer, pour aller dans le sens d'une réconciliation des forces de gauche, afin de ne pas être dans la situation d'un deuxième tour des élections présidentielles où nous serions complètement absents. Ça s'appelle une synthèse au Parti socialiste. Je ne suis pas au Parti socialiste, donc je ne connais pas cette terminologie. Mais dans ce sens, il a évolué dans son discours pour aller vers quelque chose de concret, qui soit cohérent avec ses engagements et qui soit applicable. Aujourd'hui, une enveloppe de 40 milliards à 50 milliards pour permettre à des jeunes de 18 à 25 ans d'avoir des revenus leur permettant de s'investir soit dans une formation, soit dans un lancement d'activité économique, sachant qu'immédiatement une vingtaine de pourcents sont rajoutés dans les finances de l'État par la TVA, et que quand un étudiant a 100 euros, 200 euros, c'est pour les dépenser, ce n'est qu'une relance de l'économie, et ce n'est que permettre à nos forces vives de se former, de commencer à travailler sans avoir la pression de se dire « et si j'échoue, je suis à la rue, je n'ai plus aucun revenu ». Donc là, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg se retrouvent sur des points de vue cohérents, faisables, qui font que je me sens très bien pour défendre Benoît aujourd'hui. Un revenu universel par étape qui s'adresserait d'abord aux jeunes, donc avec un coût bien moindre, ça peut réconcilier tout le monde à gauche, Jean-Pierre Sueur? Non, mais je ne crois pas du tout à cela, moi, soyons clairs. Et je vois les efforts que fait notre ami Philippe. Parce que la vérité, c'est que Benoît Hamon présente cela parce qu'il pense que l'évolution de la société, le numérique et l'écologie, va se traduire par moins d'emplois. Je crois le contraire. Vous savez, quand il y a eu la révolution de l'imprimerie, certains ont dit « mais ça va tuer les emplois des copistes ». Puisque tout va être fait par une machine. On pourrait prendre l'exemple du textile dans la région Rhône-Alpes, si vous voulez. Le textile. Dans la région Rhône-Alpes, quand on a eu combien y a-t-il d'industrie du textile dans la région Rhône-Alpes aujourd'hui? Les métiers à tisser... C'est tout parti en Chine. Non, attendez. Les métiers à tisser, on a dit, ça va tuer le travail. Or, chacune des révolutions qui ont eu lieu dans le domaine industriel s'est traduite par un changement des emplois. Les emplois changent de nature, mais il y a toujours des emplois. Et moi, je crois, comme Manuel Valls, comme Arnaud Montebourg, qu'il y aura plus d'emplois à l'avenir et que parier sur le fait que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y aura moins d'emplois et que par conséquent, il faudra payer les gens par un revenu universel, c'est tourner le dos à l'idée même du progrès. Et quand je dis ça, Philippe, je dis clairement ce que pense Manuel Valls et ce que pense Arnaud Montebourg. C'est pourquoi je n'ai pas compris pourquoi Arnaud Montebourg avait d'ailleurs, avec quelques réticences, appelé à voter pour Benoît Hamon, parce que je pense qu'il y aurait, oui, mais je pense et je sais qu'il y aurait eu sur un certain nombre de points, dont celui-là, beaucoup plus de logique à ce que Arnaud Montebourg appelle à voter pour Manuel Valls, parce que nous croyons, moi je crois à la société du travail. Alors sur le revenu, j'irai vous répondre, Sophie, mais vous m'avez posé une question. Je dis le préalable. Le préalable, c'est est-ce qu'il y aura plus de travail à l'avenir ou est-ce qu'on part battu en disant le travail c'est fichu, il y en aura beaucoup moins à l'avenir. Oui, premier point. Deuxième point, et je dis qu'il n'y en aura que 2 points. Deuxièmement, bon, bien sûr, tout le monde a dit 40 milliards, après 450 milliards, c'est complètement infinançable. Tout le monde le sait, et y compris pour les jeunes. Je ne suis pas d'accord avec cette idée que tout jeune, parce qu'il est jeune, devrait toucher une somme dite, alors que certains sont salariés, certains veulent le devenir, certains veulent travailler en faisant leurs études, ils ne veulent pas tous renoncer à ces petits boulots que nous avons tous fait en faisant des études. Mais je sais, mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord pour aider les jeunes et je suis d'accord pour tout faire. Mais cette idée d'automaticité, vous savez, on va tous vous payer un certain prix. C'est le côté universel. Mais non, mais c'est le côté, ça revient, vous savez, payer 450 milliards, et on ne s'imagine même pas ce que c'est. Autant que le budget de 450 milliards, et dans un premier temps 50 milliards, c'est une usine à gaz, pour donner à tout le monde, y compris à Madame Bettencourt, tout le monde l'a dit, on va aller lui porter ces 700 €, et puis on va redistribuer, et encore redistribuer pour retomber sur ses pieds. Ça, vous savez ce que c'est, Sophie et Christian ?
c'est le socialisme du 19e siècle. Et c'est pourquoi c'est pas de gauche, c'est la gauche ancienne, cette théorie répartitrice par l'État qui fait tout. Mais c'est ancien. Moi, je suis pour la gauche moderne. Et la gauche moderne, c'est ce qui est vraiment de gauche aujourd'hui. Est-ce que Benoît Hamon serait la gauche de la feuille d'impôt et Manuel Valls celle de la feuille de paye? Philippe Germain. C'est ce que vient de dire Jean-Pierre Sueur, en tout cas. Et c'est ce qui a été dit mercredi soir. Alors, Benoît Hamon, c'est redonner des marges de manœuvre, redonner du moyen de consommer, c'est relancer aussi l'économie par cela. Mais non, je ne peux pas complètement répondre à ce qu'a dit Jean-Pierre tout à l'heure à travers la question que vous me posez, parce que je n'ai pas le souvenir à aucun moment d'avoir lu que Benoît Hamon considère que le travail ne change pas, n'est pas vertu à s'adapter aux avancées technologiques, scientifiques, voire aux problématiques écologiques des territoires. Je n'ai jamais lu ça. Je pense même que c'est parce qu'il a conscience, regardez ses positions sur les robots, qu'il y a une évolution de la société, qu'il faut l'anticiper, que les modes de production vont aussi bouger, et bien qu'il faut prendre des mesures. Et l'histoire du mouvement ouvrier prouve... Les robots, en fait, il veut taxer des robots pour financer en partie le revenu universel. Les aspects sociaux, voilà. Ouais. Ce qui est prendre en compte la réalité de l'évolution des outils de travail. Mais l'histoire l'histoire du travail, l'histoire du mouvement ouvrier en France va dans le sens d'une réduction du temps de travail. Jean-Pierre, va dans le sens d'une réduction du temps de travail pour permettre aux individus, par rapport au travail, d'avoir un peu plus de temps pour leur famille, pour leurs activités, pour leur formation, pour leur action associative, etc. C'est ça le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, ce n'est pas de dire qu'on doit travailler plus pour gagner plus. Ça, c'était un mot d'ordre que j'ai entendu il y a quelque temps. Et ce n'est pas une politique de gauche que de dire aujourd'hui que le sens de l'histoire va dans le sens d'une augmentation du temps de travail. Non, ce temps de travail, pour des raisons économiques, clairement mise en évidence par de nombreux scientifiques, de nombreux laboratoires et de nombreux organismes internationaux, prouve que ce travail diminuera, peut-être pas à l'échelle d'1 an, 2 ans, mais à l'échelle d'une vingtaine d'années. Or, le programme de Benoît Hamon est bien un programme qui s'inscrit dans des perspectives sur 10, 20 ans. L'adaptation de... Alors, excusez-moi Philippe Germain, oui. Je vous coupe. On a bien compris que vous aviez deux visions très différentes à travers cet exemple du revenu universel et de la valeur travail. Dimanche, c'est les électeurs qui trancheront. On a envie de dire, après, qu'est-ce qui va se passer au-delà du second tour, puisqu'il va y avoir les présidentielles. Là, on a l'impression de deux gauches irréconciliables. Vous dites que vous allez faire le rassemblement. Comment vous allez pouvoir vous rassembler après le second tour? On va redonner la parole à Jean-Pierre Sueur, si vous voulez bien. Mais non, mais d'abord, je voudrais répondre rapidement. Il nous reste 5 minutes. Donc c'est important pour les auditeurs de parler de ce que vous allez faire après. Alors, c'est très, très rapide. Premièrement, sur le temps de travail, il n'y a pas de désaccord, puisque personne ne propose de revenir sur la durée légale du temps de travail, qui est de 35 heures. Bon. Deuxièmement, les incidences de la loi travail sur laquelle il va falloir nécessairement revenir. Deuxièmement, non, mais c'est quand même un gros détail. Je n'accepte pas un système dans lequel on nous dit on ne sait pas comment on va financer. On sait très bien comment on va financer. 40 milliards sont financés sur un transfert de budget. Alors, si vous parlez en même temps, on ne vous comprend pas. Non, mais on comprend bien que vous êtes en désaccord. Ensuite, il y a comment vous allez faire pour vous rassembler, Jean-Pierre Sueur? Mais je vais vous répondre. Mais il y a cette question très importante de la compétitivité. Si vous taxez les robots, il ne faut pas non plus qu'ils s'en aillent, les robots. Et aujourd'hui, la gauche, celle qui est au gouvernement, elle a eu le courage de dire au peuple de gauche, il faut s'occuper de la compétitivité des entreprises. Parce que vous savez, moi j'ai vécu 81. Il y a eu un programme commun. 83, on a changé. En 2012, François Hollande a été élu, il y a eu le discours du Bourget. 1 an après, on a dit, il y a le rapport Gallois. Moi, je préfère qu'on dise avant. Il y a un problème de compétitivité des entreprises. Continuons à faire une politique réaliste qui nous a permis d'assainir les finances publiques, non pas pour le plaisir, mais pour relancer l'industrie, l'économie et pour créer des emplois. Alors maintenant, je réponds à ce que dit Sophie. On a bien compris. Déjà, est-ce qu'il y aura une mobilisation dimanche? Parce que c'est la seule manière pour Manuel Valls
de pouvoir remonter son handicap. Et je reviens sur la question de Sophie. On a quand même 4 gauches qui vont être en compétition. Comment vous faites la synthèse derrière un candidat? Vous me proposiez la parole après Jean-Pierre. Moi, d'une façon concrète. Tout à l'heure, j'étais à la gare d'Orléans en train de distribuer des tracts. J'ai des personnes qui viennent vers moi. Des personnes qui viennent vers moi parce qu'elles voient que je ne suis pas au Parti socialiste, que j'ai soutenu et été délégué d'un autre candidat et que dans le passé, j'ai eu d'autres combats au sein de la gauche républicaine qui font que République et Socialisme, qui fait partie du Front de gauche, est très proche de certaines des idées que l'on défend. Eh bien, moi, cette force de gauche, c'est quoi? C'est être en mesure de dialoguer avec ces personnes. C'est cette mesure de fédérer autour d'un projet clairement à gauche. Or, aujourd'hui, je suis désolé, mais il ne me semble pas que M. Valls permette de fédérer. À l'opposé, dès l'annonce des résultats du premier tour de ces primaires de gauche et citoyennes, déjà, des forces de gauche se rallient. Donc, c'est bien une preuve. On entend bien que Mélenchon ne veut pas parler avec Benoît Hamon. Il l'a dit en meeting. Avant le deuxième tour, il est sûr que les positions seront très... Mais il y aura dialogue, j'en suis absolument certain. Il ne reste que quelques minutes. Donc, je vais répondre à la question, qu'est-ce qui se passe après? Voyez-vous, je pense que par rapport à Emmanuel Macron, Manuel Valls est plus proche d'Emmanuel Macron que Benoît Hamon, c'est sûr. Benoît Hamon est sans doute plus proche de Jean-Luc Mélenchon. Il sera plus à droite, comme j'ai dit tout à l'heure. Oui, mais non. Enfin, je vous ai dit ce qui est pour moi la droite, ce qui est pour moi la gauche. La droite, c'est les gens qui veulent réformer et qui le font. Mais je termine. Dernière intervention. La gauche, je me suis trompé, tu as raison. Dernière intervention. S'il y a 4 candidats, le vainqueur de la primaire, j'espère que ce sera Manuel Valls, mais si c'est Benoît Hamon, c'est Benoît Hamon, Mélenchon, Jadot et Emmanuel Macron. Eh bien, il y a un problème moral devant l'histoire. Si on part avec 4 candidats, on est sûr qu'au second tour, il y aura la droite et l'extrême droite. Or, je ne veux pas de cela pour mon pays, une droite très dure et une extrême droite qui met en cause... L'électorat a voté pour un candidat de droite contre l'extrême droite, ce que j'ai fait en 2002. Et donc, je dirais, de toute façon, dimanche soir et lundi matin, je vous le dis dès maintenant, qu'il faut que ces personnes se parlent, qu'il y ait une responsabilité historique et il faut que par le dialogue, on arrive à ce qu'il y ait moins de candidats et si possible un candidat qui rassemble toute la gauche. Si Jean-Luc Mélenchon veut absolument y aller, mais les autres peuvent qu'il y aille, mais les autres doivent se parler parce que ce serait une responsabilité morale, historique devant l'histoire par rapport au peuple de gauche, par rapport à la gauche et par rapport à la France, de faire qu'on ait le choix qu'entre la droite dure et l'extrême droite pour les élections présidentielles. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Je partage complètement Philippe, ton point de vue. On est d'accord. Et au soir du deuxième tour des primaires, si nous avons la chance donc de voir Benoît devant, sache que tous les efforts possibles seront faits pour aller dans ce sens. Et tous les efforts possibles pour ce qui est le plus complexe, à savoir aller dans la sphère de ceux qui sont un petit peu plus éloignés et pour lesquels il faudra avoir force et rigueur pour convaincre. Avec Manuel Valls, j'en suis sûr, en tout cas auprès de lui, le même discours. La gauche ne peut pas aller vers le suicide en klaxonnant, c'est une responsabilité historique, il faudra donc se parler, on peut toujours se parler et il n'y a pas de gauche irréconciliable. Manuel Valls a eu tort de le dire, il n'y a pas de gauche irréconciliable, sans ça il n'y aurait pas eu Mitterrand, il n'y aurait pas eu Jospin, il n'y aurait même pas eu François Hollande, puisqu'il y a bien eu une réunion des gauches. Ce qui est irréconciliable, c'est la droite et la gauche, mais il n'y a pas de gauche irréconciliable. François Fillon obligatoirement au second tour, vous ne pensez pas qu'il est un peu affaibli par ce qui se passe en ce moment? Faire une autre émission, parce que si ça finit à 55 et qu'il est 56... C'est une carrière de SMIC, 500 000 euros. Eh bien moi, je peux vous dire qu'il faut une grande clarté à cet égard. Je n'ai jamais embauché quelqu'un de ma famille comme collaborateur parlementaire. Pour moi, c'est une question de principe. Pourquoi n'avoir pas légiféré là-dessus pendant je le quinquennat de François Hollande? Je pense qu'il faut... On a légiféré sur beaucoup de sujets, sur le financement des partis politiques, le financement des campagnes électorales, mais je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais embauché de personnes de ma famille, et je pense que c'est toujours une erreur. En tout cas, je constate que M. Fillon est assez empêtré dans cette histoire, et que
si cela est vrai, c'est très grave et en effet, ça aura de lourdes conséquences.